Alexis Isard, bienvenue. Merci beaucoup. En chanson grâce à Nicolas pour ce matin. L'actualité, c'est le président de la République qui enfin lance le processus législatif sur la fin de vie. Une interview à La Croix et à Libération. On sait maintenant ce que sera le projet du gouvernement. Quand on aura un pronostic fatal à court ou moyen terme pour une maladie incurable, on pourra demander cette aide à mourir. Donc c'est le scénario du suicide assisté. Mais déjà, le débat s'enflamme. Court terme, on sait ce que ça veut dire. La loi le disait déjà. Moyen terme, on ne sait pas. Ça va être compliqué pour vous, parlementaires. Alors non, bien au contraire, vous savez, il s'agit ici d'un processus qui a pris du temps parce qu'il faut prendre le temps sur des sujets de société aussi importants. Maintenant, on va avoir un projet qui est plutôt clair après des nombreuses consultations qui ont été faites par le président de la République. Place au travail du Parlement. Il va falloir qu'on se saisisse de ce sujet-là, qui est un sujet qui est important. On sait qu'une grande partie des Français y est plutôt favorable. On a vu de nombreux sujets de société où certaines complications avec une difficile interprétation de la loi Leonetti qui existe actuellement pour des situations extrêmement critiques. Là, l'opinion veut que ça avance. Hein. L'opinion veut que ça avance. Force est aux parlementaires de trouver la bonne réponse à ce sujet-là, mais je crois qu'on a besoin d'avancer. On a la possibilité de le faire aujourd'hui. Je crois que c'est une très bonne chose. Les partisans du droit à mourir dans la dignité disent déjà, attention, il y a un collège de médecins qui devra donner son feu vert, et ce collège de médecins va bloquer. Est-ce que vous avez ce sentiment? Le président de la République a été clair, la collégialité n'est pas l'unanimité. Donc il faut faire en sorte que tout le monde puisse donner son avis dedans. On a besoin d'avoir la consultation de certains médecins, certains spécialistes, mais au moment où la famille, au moment où la personne concernée auront envie d'agir, elle pourra le faire. Les religions, les responsables religieux s'étaient réunis pour dire « attention, casse-cou ». Est-ce que vous allez prendre en compte cette réticence des religions? Il faut prendre la voix de tous les concitoyens français qui seront concernés par cette proposition-là, par ce projet de loi. Donc oui, il faut les écouter, mais il ne faut pas écouter que eux. Vous êtes porte-parole du groupe Renaissance. Au groupe Renaissance, à l'issue des débats, on aura la liberté de vote sur un sujet où on réagit en son âme et conscience. C'est plutôt la règle à l'Assemblée nationale, au Sénat, pour les parlementaires, sur des sujets de société aussi importants. Il y a une liberté de vote parce qu'elle nous concerne tous dans nos histoires qui sont personnelles. Est-ce qu'il y a aussi un peu de ruse électorale? Parce qu'on sait qu'une partie des leaders engagés dans la campagne des Européennes, je pense à François-Xavier Bellamy, sont très réticents sur ces évolutions sociétales. C'est une manière de diviser le camp adverse? Non, je ne crois pas. C'est un projet qui a mis temps à cheminer et qu'on attend depuis assez longtemps. Aujourd'hui, on est prêt, il ne faut plus attendre. C'est le moment où on peut le présenter, où on peut débattre. La société y est prête. Je ne crois pas qu'il y ait de calcul particulier, vous l'avez bien vu. On est plutôt sur l'intérêt général que l'intérêt électoral dans la plupart des décisions qu'on est en train de prendre actuellement. Alors cette campagne des Européennes, elle est lancée maintenant. C'était un grand week-end de meeting, dont le meeting de votre championne, Valérie Ayé, ou Ayé, je crois qu'on dit maintenant Ayé, c'est la vraie prononciation. Quel bilan vous tirez de ce meeting de Lille? C'est pas une bête de scène, votre candidate, c'est pas une tribunicienne. C'est pas ce qu'on lui demande. Valérie Ayé, elle est présidente du 3e groupe au Parlement européen. Elle a fait ses preuves. C'est une candidate qui est capable de faire du fond. Alors, je vois les sondages qui sont aujourd'hui, qui font une position dans l'opinion publique. Valérie est la candidate qui a le plus de compétences, qui a un bilan et qui est capable de proposer un projet positif pour l'Europe. C'est ce qu'on lui demande. Moi, je crois que son meeting était une réussite avec une belle mobilisation des militants et un beau discours de sa part. Je suis plutôt optimiste sur la suite. C'est Gabriel Attal quand même qui va faire la campagne. C'est lui qui est chargé d'être la locomotive. Gabriel Attal va faire la campagne, Valérie Ayé va faire la campagne et l'intégralité des candidats qui seront annoncés et qui seront sur la liste vont faire la campagne. Et je vous le dis, les parlementaires et moi-même vont également la faire parce qu'on est sur une élection qui est extrêmement importante. On a un débat qui est clair. Êtes-vous pro ou anti-européen? C'est aussi binaire que ça, on peut être pour une Europe mais pas celle-là, une autre. Oui, mais aujourd'hui, qui propose un projet européen positif hormis la liste de la majorité? Vous avez soit la liste de la majorité présidentielle qui vous propose un projet européen, qui vous propose un bilan d'abord et un projet européen qui soit positif. Un projet d'une Europe forte qui permet une France forte dans le monde. Et de l'autre côté, vous avez soit des projets qui sont totalement ambigus, le projet du Rassemblement national, vous ne savez plus, dernièrement ils étaient anti-européens, aujourd'hui, puisqu'électoralement c'est devenu compliqué de l'être, je dirais pas qu'ils sont pro-européens, mais en tout cas, ils gomment le fait qu'ils étaient pour un Frexit. Et puis, vous avez ensuite d'autres listes qui ne sont pas également très claires sur leur position. Raphaël Glucksmann, la liste écolo, ce sont des familles politiques très européennes. Dans leur historique, oui. Aujourd'hui, dans ce qu'ils proposent, je ne sais pas. Vous semblez douter, oui, de leur foi dans l'Europe. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, plus personne n'assume d'être pro-européen alors que les Français sont d'accord.
sur un point, c'est qu'ils se sentent européens. Maintenant, ils ne sont pas euro-naïfs. Être pro-européen, c'est pas être euro-naïf, c'est simplement dire qu'on veut une Europe qui fonctionne, une Europe qui protège la France. Comment est-ce que vous pouvez faire confiance à un parti politique comme le Rassemblement national, qui tout d'abord était anti-européen, aujourd'hui est pro-européen? Vous ne savez pas également où est-ce qu'il se situe, et vous savez aussi que ce parti choisit ce camp-là, il choisit ça pour vendre une Europe plus faible pour une France plus forte, là où même ils sont les premiers à bénéficier des ingérences étrangères. C'est-à-dire, la plupart des Français le voient bien. Il y a des ingérences dans nos réseaux sociaux, dans les médias, pour faire en sorte de diriger une certaine opinion. Beaucoup d'ingérences étrangères qui viennent particulièrement de Russie. Il faut que les Français se demandent pourquoi est-ce qu'il existe des ingérences étrangères. C'est assez simple, c'est pour déstabiliser nos pays. Il faut qu'ils se demandent qui bénéficie des ingérences étrangères. Là-dessus, je vous laisse répondre. Qui bénéficie électoralement des ingérences étrangères? Et une fois qu'on sait qui bénéficie de ces ingérences étrangères, est-ce qu'on peut se demander, est-ce que le parti qui bénéficie des ingérences étrangères qui sont faites pour déstabiliser notre pays sont les meilleurs, les mieux placés pour défendre ce même pays? Moi, je crois pas. Très sincèrement, je vais vous le dire, j'ai pas honte de le dire, moi je suis patriote, je suis pour une France forte, dans une Europe qui la protège. Et je crois aujourd'hui que la personne qui est la mieux placée pour protéger la France, pour protéger cette France-là, c'est le président de la République, Emmanuel Macron, et c'est la candidate qu'il représente, Valérie Ayé. est-ce que cette attaque contre le RN, et ses positions pro-russes, ça peut vous permettre de rattraper les 10, 11, 12 points de retard que vous avez dans les sondages? Écoutez, j'en sais rien, mais je suis quand même assez fasciné de voir qu'aujourd'hui, on nous reprocherait de nous attaquer au Rassemblement national. Ça deviendrait presque ridicule de s'attaquer tout d'abord à la liste qui est en tête dans les sondages, et en plus qui propose autant d'incohérences dans son projet. Il est normal qu'on les attaque. Moi, ce que je vois dans les sondages, c'est que effectivement, nous ne sommes pas en tête actuellement et nous avons beaucoup de travail à faire. Mais je crois aussi qu'on sera face à une campagne de mobilisation. Il faut savoir qui se mobilisera. Est-ce que ce sera les anti-européens ou les pro-européens? Vous comptez sur l'abstention finalement des anti-européens? Ils sont tellement anti-européens qu'ils ne s'intéressent pas aux élections. Non, au contraire, je compte sur la mobilisation des pro-européens. Il faut qu'ils se mobilisent. Malheureusement, on le voit dans une élection comme les européennes, il y a trop peu de personnes qui vont voter. Et les personnes qui estiment que finalement l'Europe fonctionne mais sans plus peuvent être tentées de se dire que cette élection elle n'est pas pour eux. Moi je leur dis, vous avez besoin d'une Europe forte, autant plus dans des situations qui sont particulières comme aujourd'hui où la guerre est à la porte de notre Europe. Et même dans notre Europe aujourd'hui, on a besoin d'une Europe forte, une Europe qui protège, et il va falloir se mobiliser. Cette campagne, elle est extrêmement importante. Quand on regarde le détail des sondages, on voit un Rassemblement national qui dépasse 40% chez les employés, chez les ouvriers. C'est un vote de désarroi économique. L'Europe n'a pas réussi à solidifier son économie et à garantir l'emploi. Et pourtant, on sort de la plus grosse crise sanitaire que le monde ait connue. L'Europe, c'est elle qui nous a protégés avec le plan de relance. C'est grâce à elle qu'on a pu relancer notre économie. Et c'est grâce au président de la République, Emmanuel Macron, qu'on a pu porter ce projet-là au sein de l'Europe. Alors on ne peut pas dire que l'Europe ne nous protège pas, on ne peut pas dire que notre pays ne nous protège pas. C'est là où il y a une certaine incohérence dans ces résultats-là. Ce qui va peser aussi comme sujet économique et social au niveau européen, c'est l'agriculture. Toute l'Europe agricole a été en révolte récemment. Vous êtes chargé par le président de préparer la loi Egalim, on en est à 4 maintenant presque. Est-ce que vous serez dans les temps? Bon, on n'est pas à 4 Egalim différents. Moi, ce que je vous dirais, c'est qu'Egalim, les États généraux de l'alimentation, ils ont eu lieu en 2018. Ils ont permis de créer un dispositif très important et très sollicité par nos agriculteurs qui, au fur et à mesure des années, a dû être modifié. Aujourd'hui, on est sur la 4e modification qui suit le cours du temps. On a eu l'inflation, on a eu la crise, on a eu la guerre en Ukraine. Donc forcément, il faut adapter ce dispositif-là. Oui, on sera dans les temps. Avec ma collègue Anne-Laure Babot, nous devons rendre nos conclusions avant la fin du mois de mai. Rendre les conclusions pour faire en sorte de créer un meilleur partage de la valeur pour nos agriculteurs, de faire en sorte que nos agriculteurs puissent se rémunérer et aussi commencer à travailler des pistes pour un Egalim européen, parce qu'on est dans une situation assez particulière où en Europe, nous ne sommes plus les seuls. Nos agriculteurs ne sont plus les seuls à avoir du mal à se nourrir eux-mêmes, alors même que ce sont eux qui nous nourrissent. Donc il faut qu'on trouve une solution au niveau européen. Si solution est trouvée, forcément, il faudra que le consommateur accepte de mettre plus d'argent dans son assiette pour mieux rémunérer les agriculteurs. Alors ça, c'est la question. C'est de savoir où est comment se crée la chaîne de valeur des produits que nous achetons. À partir du moment où les agriculteurs seront mieux rémunérés, il faut savoir où est-ce que nous pourrons rogner la marge. C'est de savoir est-ce que ce sont nos industriels qui sont en capacité de rendre de la marge. Pour certains, c'est le cas.
pour beaucoup, vous savez, on a un tissu industriel français, nos petites PME qui peuvent pas se permettre ça en faisant leur transition environnementale. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que c'est la grande distribution qui peut se permettre de renier sur ses marges? Peut-être, mais à la fin, il y aura peut-être potentiellement des augmentations de prix ou non. Aujourd'hui, on n'en sait rien. C'est tout le travail qu'on doit mener avec ma collègue. Manifestation virulente en Angleterre, trouble dans la manifestation pour les femmes le 8 mars en France, tag antisémite récurrent. On est en train de continuer à vivre une fièvre antisémite dans nos pays, dans notre Occident, dans notre Europe. Oui, et c'est assez déroutant, je dois vous le dire, pour un jeune comme moi qui pensait pas que ce genre de choses puisse arriver. Maintenant, on l'a vu encore ce matin avec un tag antisémite sur un bâtiment pour annoncer que une personne de confession juive habitait dedans. C'est terrible, il faut se battre et il faut le dénoncer. Il faut que les consciences françaises soient informées que cela arrive. Mais est-ce que ça suffit de dénoncer? Est-ce qu'il ne faut pas là aussi punir plus sévèrement? C'est ce qu'on fait. À l'Assemblée nationale, on a voté justement une loi pour punir ce genre de faits. Il faut que ce soit sévèrement puni. On ne peut pas accepter que des attaques soient faites comme ça contre nos ressortissants français. Joe Biden a durci le ton vers Israël. Netanyahou fait plus de mal que de bien à son pays, dit-il. Vous partagez ce sentiment? Je crois qu'aujourd'hui, on est dans un tournant dans le conflit israélo-Hamas. Le sujet est que aujourd'hui, des otages sont encore présents et détenus par le Hamas. Il faut trouver une solution qui permette une victoire. Mais la victoire de Netanyahou n'est pas la même victoire que le Hamas. Il faut qu'on sache qu'est-ce qui est pour nous une victoire. Moi, je crois que c'est de pouvoir récupérer les otages et de trouver une solution qui permette aux deux peuples de vivre. Alexis Isard, merci et bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup Christophe. Christophe Orbian, on vous retrouve demain à 7h45. Votre invité sera Jean-Louis Thiéraut, député de Seine-et-Marne. Radio J.